paysannerie du Sud, les paysans de ce qu'on appelle les pays du tiers-monde, ont énormément participé, disons, à l'enrichissement d'une minorité humaine par leur travail. Ces gens étaient organisés en ethnies autonomes, tirées parti de leurs ressources, des ressources de leur territoire, et c'est comme ça qu'ils ont pendant des siècles survécu et vécu. Sinon il y aurait eu une panne de l'histoire qui aurait fait qu'ils auraient disparu. Ils n'ont pas disparu, donc ils sont arrivés jusqu'à nous. Ils sont arrivés jusqu'à nous parce qu'ils ont su finalement tirer parti de leurs moyens, de leurs ressources. Et à un moment, on dit, bon, ces gens-là qui ne travaillent que pour leur survie, eh bien, représentent un potentiel productif. Comment mobiliser ce potentiel productif et le connecter à la logique mondiale, c'est-à-dire à la logique de ce qu'aujourd'hui on appelle la mondialisation, qui n'est pas d'aujourd'hui. Je regrette, mais c'est quand la mondialisation a touché l'Occident qu'elle est devenue un grand problème, alors qu'elle existe depuis on pourrait dire des siècles. La mondialisation est de fait, c'est une réalité. Donc à partir de là, ces gens-là sont mobilisés à produire pour exporter. Et on les oblige à produire sur les bases d'une agriculture moderne. Laquelle agriculture moderne est la moins rentable du monde et de l'histoire, parce que il y a une équation simple, c'est qu'il faut 10 à 12 calories énergie, brûler 10 à 12 calories énergie pour obtenir une seule calorie alimentaire. Et cette agriculture et cette agronomie n'a été possible que parce que l'Occident disposait du tiers-monde et qu'il pouvait aller chercher des ressources gratuites, énergétiques, minérales, main-d'œuvre, tout. Et le tout concentré a donné donc une agriculture spécifique qui est la moins rentable du monde et de l'histoire. Et qui en même temps repose sur l'énergie combustible, ce qui la rend encore beaucoup plus fragile. Et il faut savoir que simplement pour produire 1 tonne d'engrais, il faut 3 tonnes de pétrole. Et le pétrole étant indexé sur le dollar, donc il y a une variation mondiale qui est relativement faible, relativement stabilisée au niveau de l'étalon financier. Mais par contre, le paysan, lui, il est livré à la loi du marché international, avec des pléthores et des pénuries et des cours mondiaux qui sont constamment variables. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'appauvrit. Et son première source d'appauvrissement, c'est quand il est obligé d'acheter des engrais. Dès qu'il est obligé d'acheter des engrais, il s'appauvrit. En plus, on lui ajoute des semences sélectionnées, des pesticides, tout ce qui ne peut absolument pas produire, qui ne soit pas accessible du tout à ça. Donc pour nous, c'était déjà comment le libérer de cette subordination économique mondiale, eh bien en lui proposant des techniques qui, justement, n'ont pas recours du tout à ces produits. Et à partir de là, c'est la première chose. Ce qu'il n'a pas dépensé, c'est ce qu'il a déjà gagné. Et par ailleurs, eh bien, tout ce qu'il va faire, il va se rendre compte que ces récoltes sont meilleures parce qu'il y a une approche du sol plus intelligente que l'approche moderne, qui est simplement de mettre des substances et de doper les sols et de les faire produire. On s'occupe de la vitalité du sol, donc on s'occupe de son métabolisme, de sa vie, et on l'entretient vivant. À partir du moment où il est entretenu vivant, il va s'épanouir, il va produire davantage, il va produire un équilibre, disons, on pourrait dire physiologique des plantes, dans le sens où elles ont ce qu'il faut, donc elles sont moins malades, donc nécessitent moins de pesticides. On va plutôt favoriser le recours à des semences reproductibles et traditionnelles, c'est-à-dire des semences qui se passent de génération en génération sans rupture, pour éviter tout ce qui amène cette rupture dans la transmission du patrimoine nourricier. Et on va intervenir sur le milieu naturel, reboiser, gérer l'eau pluviale, et toutes ces choses-là font partie de cette agroécologie que j'ai proposée. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a milliers de paysans qui sont satisfaits, et il y a une demande considérable qui nous est adressée pour élargir, disons, cette stratégie et cette proposition. Et tout notre questionnement aujourd'hui, c'est effectivement fondamentalement comment avoir les moyens et les ressources pour étendre cette expérience. Pour savoir une pyramide de 4, il faudrait quelle surface pour qu'elle arrive à produire pour vivre c'est entre 250 et 500 mètres carrés. D'accord. Ouais.
Et avec ça, tu fais pour tes légumes, Voilà. Pour l'hiver. Voilà. Alors tout dépend si on inclut les pommes de terre dedans, parce que si on veut faire les pommes de terre, il faut doubler. En fait, les pommes de terre sont mises à part en fait. D'accord. Les pommes de terre, ça prend beaucoup de surface. Les céréales aussi. Alors si après on veut être complètement autonome, il faut à chaque fois il faut doubler. Alors pour les légumes, tout ce qui est légumes, 250 mètres carrés, normalement ça suffit. Après, si vous voulez avoir vos pommes de terre, il faut 500 mètres carrés. Si vous voulez avoir vos céréales, il faut 1000 mètres carrés. D'accord. Et combien de temps il faut que tu y passes? Alors tu as ta famille, vous êtes 4, et puis combien de temps? Ça dépend des saisons peut-être. Justement, là, justement, ce jardin sert à ça. Il y a un suivi particulier qui est fait, tous les intrants, c'est-à-dire compost, paille, etc. Tout ce qu'on y apporte, l'eau aussi. Et puis le temps de travail surtout. Donc il y a un suivi très très précis du temps de travail avec toutes les tâches. Et pour l'instant, je peux pas vraiment dire c'est des résultats qui seront transmissibles et significatifs que dans quelques années. D'accord. Et un ordre de grandeur, je sais pas, il faut quelqu'un qui dit je vais faire un peu mon jardin. Alors si on répartit sur toute l'année, moi je dirais une petite heure par jour, même pas, une demi-heure. Mais par contre au printemps, ça représente des journées entières.